Oui, disons que le conflit implique, enfin, comment dire, comporte la violence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour... je me souviens une fois en conférence, quelqu'un nous avait dit « Mais pourquoi au lieu de l'appeler « Éloge du conflit », votre livre, vous ne l'avez pas appelé « Éloge de la différence » ? Parce que finalement, dans le conflit, il y a cette idée, en plus de l'idée de différence, il y a cette idée justement voilà, du négatif, de la violence, etc. Alors que la différence, ça peut être quelque chose qui justement n'implique pas le négatif, la violence. Si on utilise le mot conflit, c'est justement parce qu'on pense que la violence, il faut aussi l'accueillir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose dont il faut se dire d'emblée, ça ne doit pas être. Voyez, il ne devrait pas y avoir de violence. Le monde ne devrait pas être un monde de violence. La violence fait partie de la réalité, et justement, c'est en sachant déjà la reconnaître, cette réalité, hein, déjà considérer que les choses sont comme elles doivent être, voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune anomalie là-dedans. C'est en sachant justement reconnaître que les choses sont comme elles doivent être, que nous pouvons faire en sorte de canaliser la violence, c'est-à-dire de lui donner une forme, de faire en sorte que cela permette de développer davantage de potentialité, de créativité, de vie dans la situation. Donc c'est l'accueil de la violence quand il y en a, qui permet davantage que son refus, davantage que son refoulement, davantage que le fait de considérer que ce n'est pas normal, qui va permettre justement d'en sortir. Voyez, donc c'est un petit peu cette idée, pour vous donner un exemple, là, comme une illustration un petit peu de cette idée. Donc je vais souvent à Buenos Aires, en Argentine, et là-bas, dans certains quartiers, il y a énormément de violence. Une violence qu'on ressent dans les établissements scolaires. Alors bon, il y en a aussi en France, de la violence. Mais bon, là-bas, en l'occurrence, l'exemple était le suivant. Les élèves venaient armés dans le collège, donc c'était un collège en fait. Et comme en dehors du collège, il y avait des bandes qui s'affrontaient, du coup, en fait, ils se tuaient, ils s'entretuaient à l'intérieur du collège. Donc l'établissement a décidé de prendre la décision, non pas de considérer que la violence ne devait pas avoir lieu, chose qui ne servait à rien, parce que de toute façon, ça continuait voilà, d'être le cas, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus d'exactions à l'intérieur de l'établissement, mais de faire en sorte que, bon, bah, voilà, la violence est une situation qu'il faut prendre en compte, c'est comme ça. Et donc, ils ont mis des casiers dans lesquels ils ont dit aux élèves, simplement, l'établissement est un territoire, un territoire préservé, dans lequel on n'utilise pas les armes, mais bon, vos armes, vous les déposez dans votre casier, vous les retrouvez à la sortie. Donc, ils ont pris en fait en compte cette situation, sans la considérer comme anormale, et ils ont essayé de faire avec. Et en fait, à partir de là, le territoire préservé a fait que les liens se sont créés d'une façon différente, c'est-à-dire que justement le système de bandes opposées, de bandes en affrontement a commencé à ne plus fonctionner parce qu'il y avait des amitiés qui se créaient, etc. Et du coup, en fait, ça a rejailli sur l'extérieur de l'établissement, sur le quartier lui-même, parce que c'est pas parce qu'ils pouvaient reprendre leurs armes à la sortie que du coup, ils avaient quand même envie de faire comme avant. Donc voilà, c'est un exemple, hein. Bien sûr, c'est pas avec des exemples qu'on fabrique des réalités, mais c'est pour illustrer un petit peu cette idée qu'à partir du moment où on va fonctionner avec l'idée que la violence est quelque chose de normal, voilà, que ça reflète une réalité, ça reflète notre monde, à partir de là, on peut effectivement commencer à canaliser justement cette violence et à faire en sorte que la situation change. Oui, alors pour parler de la société française, je pense qu'il y a deux éléments sur cette question du conflit. Le premier élément, c'est qu'on a une société dans laquelle la société, tout en produisant pas mal de choses, c'est-à-dire aussi bien au niveau des mouvements sociaux qu'au niveau des associations qui cherchent à pallier les injustices sociales, à créer du lien social, etc., ont tendance quand même toujours à voir dans le pouvoir l'instance qui va permettre réellement le changement social.
Et du coup, on a effectivement à la fois une puissance de transformation sociale, une puissance aussi alors pas seulement de revendication, vous voyez, au sens où on va revendiquer justement des droits nouveaux ou qu'on va revendiquer des lois différentes, etc. Mais au sens où on va réellement créer autre chose, vous voyez. On va créer, je pense notamment à l'école, vous voyez, une alternative aujourd'hui dans l'éducation, que d'autres modes d'éducation soient proposés à l'intérieur même du système, c'est quelque chose qui à la fois existe et en même temps est véritablement retenu dans ses potentialités, parce qu'on a toujours cette idée que ça doit venir du pouvoir, voyez, que s'il y a un changement, ça doit être quelque chose qui est produit par le pouvoir, alors même que la société civile a les moyens justement de faire en sorte que autre chose existe. Voyez, parce que ces réalités sont là, parce qu'il y a aussi beaucoup de conscience en fait que l'école ne va pas, qu'elle est en crise, qu'il y a d'autres façons d'éduquer, qu'elles sont possibles, voyez. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait cette espèce de rétention, voilà, de la puissance d'agir, hein, qui vient de ce qu'on va penser que c'est au pouvoir qu'il revient de faire changer les choses. Donc du coup, pour moi, ça c'est un défaut dans l'expression du conflit, voyez, qui peut tout à fait auquel il est possible de remédier à partir du moment où on pense justement que le changement social vient pour une grande part de la base. C'est-à-dire qu'un pouvoir peut changer les choses à condition que les choses changent déjà dans la société. Un pouvoir ne peut pas changer les choses si dans la société c'est mort, si dans la société ça ne change pas. Autrement dit, le conflit est absolument essentiel pour que les choses changent. Alors, être en conflit, ça veut dire justement ne pas être d'accord avec la façon dont les choses se passent. Vous voyez, il y a cette espèce d'acceptation en fait de l'état des choses qui va faire que bon, on n'est pas content, on aimerait que ça se passe différemment, on a des idées, on pense que c'est possible, on a même des expériences, vous voyez, mais bon, on pense que c'est impossible à la fois que les choses changent depuis notre propre réalité, qu'on pense qu'on ne peut pas nous-mêmes participer au changement social. Donc ça, c'est une première dimension. Vous voyez, le conflit en tant que défaut de conscience, justement, de ce qu'on a on a le droit d'être en conflit, on peut changer réellement les choses au niveau social. Mais il y a aussi, de la part du pouvoir, une volonté justement à faire taire le conflit. Dans le sens où on va, par exemple, alors c'est tout ce qui est management public, on va faire apparaître les finalités sociales comme des objectifs, vous voyez. On va, par exemple, imposer à une association qu'elle remplisse des objectifs, où on va imposer à un théâtre qui remplisse des objectifs, par exemple en créant du lien social grâce à ces spectacles, etc., sans permettre justement que les choses ne rentrent pas dans des cases, que les finalités ne rentrent pas dans des cases, mais qu'elles soient justement l'expression d'une réalité qui n'est pas forcément celle que veut justement le pouvoir. Et puis il y a aussi effectivement cette tendance du pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, à criminaliser le conflit, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une opposition sociale, à faire en sorte qu'elle apparaisse comme une inconscience, vous voyez, de l'inconscience. Je veux dire, par exemple, le mouvement des intermittents en ce moment, c'est de l'inconscience. Je veux dire, ils ne se rendent pas compte, vous voyez. Il y a cette idée qu'à partir du moment où vous êtes dans le conflit, vous êtes forcément quelqu'un qui menaçait la société de l'extérieur. Encore une fois, on a vraiment cette idée, vous voyez, que vous êtes irresponsable. Vous voyez, c'est de l'irresponsabilité, en fait. J'entendais justement un député dire l'autre jour à un des dirigeants du mouvement des intermittents, vous êtes un irresponsable, vous voyez, c'est quelqu'un, vous menez vos gens, enfin vous les menez à la catastrophe, voyez. Hein, donc cette idée que quand on veut défendre un modèle différent, quand on veut défendre une réalité autre, on est forcément quelqu'un d'irresponsable. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects-là, hein, qui font qu'aujourd'hui il est compliqué justement d'être dans le conflit et du coup d'être dans le changement social aussi.
Oui, alors on parle évidemment des démocraties modernes, du fait que les démocraties se sont construites justement sur cette idée d'homme rationnel, d'homme qui doit pouvoir accéder à ce que Rousseau appelle une volonté générale, c'est-à-dire une volonté qui ne tienne pas compte des dimensions particulières de l'individu, du fait que l'individu ait telle ou telle confession religieuse, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il ait tel ou tel âge, qu'il fasse partie de la bourgeoisie ou du prolétariat, etc., etc. C'est-à-dire toutes ces dimensions particulières, en fait, l'homme serait capable justement de les relativiser de manière à pouvoir décider à un niveau général, hein, au niveau de sa raison. Et en fait, cette idée-là implique justement l'idée de relativiser les choses qui nous font entrer en conflit les uns avec les autres pour accéder à ce qui fait le commun, ce qui justement nous réunit. Nos démocraties sont construites sur cette idée-là, hein, sur l'idée que le citoyen doit être quelqu'un qui oublie ses déterminations particulières pour s'élever en fait, à la détermination générale de l'humanité, c'est-à-dire sa rationalité. Alors, on n'est pas du tout les premiers à dire que ceci implique un refoulement, justement, c'est-à-dire quelque chose qui en réalité ne fait pas du tout disparaître les dimensions particulières, mais qui implique qu'on les retrouvera sous une autre forme. Marx, dans un livre qui s'appelle La question juive, a bien montré comment, en fait, cette figure, vous voyez, de l'homme rationnel, de l'homme qui n'est pas, en l'occurrence, déterminé par sa confession religieuse, est en réalité une figure qui agit dans les intérêts de la bourgeoisie. C'est-à-dire, cet homme né par principe égal, par principe libre, en réalité, c'est une égalité qui ne vaut que pour celui qui a les moyens de se sentir égal aux autres, qui est libre dans la mesure où justement il peut exercer sa liberté, dans la mesure où il n'est justement pas aliéné, où il n'est pas pris dans des structures d'aliénation, et dont la propriété est un droit sacré. On voit bien encore une fois pour qui est-ce que ce droit existe, c'est-à-dire pour ceux qui possèdent quelque chose. En fait, pour lui, il n'y a tout simplement pas de possibilité à ce qu'on agisse au niveau de la volonté générale. En réalité, on est toujours déterminé par des déterminations particulières qui déterminent justement des conflits sociaux, sauf que cette figure voudrait justement nous faire oublier cette réalité-là. Alors, justement, je voulais prendre un exemple pour illustrer ce refoulement, vous voyez, des déterminations particulières. C'est le conflit qu'il y avait eu en France à propos du port du voile. Donc, pourquoi il y avait eu ce conflit? Parce que, justement, on considérait que le port du voile, c'était quelque chose qui faisait montre d'une confession particulière et que sur l'espace public, on devait au contraire relativiser cette détermination pour faire valoir les choses que nous avions en commun avec les autres. Alors en réalité, cette décision, vous voyez, d'interdire le port du voile n'a pas permis un déploiement justement de conflits qui aurait fait que la société française aurait développé, on va dire, une complexité supérieure, qui est que, par exemple, lorsque des jeunes filles décident de prendre le voile, si elles décident de le prendre, c'est un mélange particulier entre une détermination qui leur vient de leur culture et en même temps une affirmation de leur liberté individuelle. Vous voyez, cette situation complexe, en fait, permet justement de faire signe à la fois vers les pays occidentaux et à la fois vers les pays qui obligent la femme à porter le voile. C'est une façon de leur envoyer ce message, ne le portez que si vous prenez vous-même cette liberté. Vous voyez, donc là, il y a une dimension de complexité qui, au lieu d'avoir été rendue possible par le politique, a été au contraire empêchée
sous prétexte qu'on ne devait pas faire valoir des déterminations particulières. Pour nous, là, c'est une façon, vous voyez, de ne pas permettre justement à une démocratie d'exister réellement, enfin de vivre de toute sa richesse possible, dans le sens justement où elle ne va pas permettre aux dimensions du conflit de se déployer. On pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à ce que les conflits se déploient qu'à ce que, au contraire, on fasse valoir cette espèce de figure générale qui est à la fois personne et tout le monde, cette figure voilà, de la normalité. Vous parliez d'anomalie, c'est-à-dire il est anormal, vous voyez, d'avoir telle ou telle détermination particulière. Il nous semble que ça, c'est justement un projet démocratique qui n'est pas viable et qu'un projet démocratique qui permettrait au contraire aux conflits de se développer, y compris quand ils engendrent justement du négatif, de la violence, etc., c'est permettre à la fois à la démocratie d'exister réellement. Alors nous, on parle dans le livre avec Miguel Benassayag, on parle de Homme sans qualité, en référence au livre éponyme de Robert Musil, L'homme sans qualité. Et on utilise cette figure d'homme sans qualité pour mettre un mot justement sur cet homme qui ne doit pas faire valoir de détermination particulière, c'est-à-dire qu'il doit se montrer le moins qualitatif possible et le plus possible sous la forme d'une surface lisse, vous voyez, qui peut épouser telle ou telle forme au gré des besoins et au gré des demandes qui sont en fait des demandes et des besoins normalisés. Et qui n'oppose aucune résistance à ce devenir, voyez. Alors évidemment, on voit bien comment, à partir de l'avènement de la société de consommation, de la société capitaliste, c'est-à-dire qu'il va avoir qui va poser en fait tout un ensemble de normes à l'individu. L'individu va être de plus en plus amené à ne pas offrir de résistance à ceux qu'on lui demande. Par exemple, s'il veut être employable, c'est quelque chose que dans le système scolaire, on vit au jour le jour quand on enseigne et quand on est élève. Si un élève veut être employable, mais qu'il a des qualités qui ne sont pas compatibles avec cette employabilité, il va falloir qu'il les refoule et qu'il adopte les compétences qui justement rendent employable. Donc pour nous, c'est ça l'homme sans qualité. Vous voyez, c'est cette espèce de figure sans résistance et du coup forcément sans conflit ou sans négatif. Alors pour illustrer cette opposition que nous faisons entre qualité et compétence, quand j'ai découvert la logique des compétences dans l'éducation, j'avais des élèves, j'ai toujours d'ailleurs des élèves dits handicapés. Ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Handicapé, c'est un petit peu une catégorie fourre-tout dans laquelle on trouve absolument justement tout ce qui n'est pas normal, vous voyez, est dit handicapé. Et j'avais en l'occurrence un élève qui prenait jamais la parole parce qu'il avait vécu quelque chose de très lourd. Donc il était rentré dans un mutisme qui ne lui empêchait absolument pas de cheminer intérieurement. Vous voyez, c'était quelque chose qui était lié à son histoire, qui était lié aussi bien sûr à la façon dont lui métabolisait son histoire. Mais du point de vue de l'extérieur, il apparaissait comme manquant de la compétence à prendre la parole en public. Vous voyez, le fait que nous vivions des moments de souffrance, des moments de dépression, ou que nous ayons des incapacités, ce qu'on va appeler des incapacités, est en fait lié à quelque chose qui nous détermine, qui peut être tout à fait conflictuel avec la demande normalisée. Et c'est quelque chose qui ne va pas être vu en tant que tel, qui ne va pas être accepté en tant que tel, mais qui va être au contraire vu comme un pur manque, voyez, un pur manque de compétences.
Oui, alors cette question du désir, ou plutôt de la relation entre le désir et le conflit, elle est liée justement à la figure de l'homme sans qualité, à l'homme normal, c'est-à-dire l'homme qui est censé ne rien désirer, vous voyez, pour pouvoir devenir ce qu'il doit devenir, ou ce qu'on veut qu'il devienne. À l'inverse, le conflit est lié au désir. C'est-à-dire que le désir est par essence conflictuel. Le désir est par essence quelque chose qui implique des tensions, des oppositions entre ce que nous désirons et la société telle qu'elle est, entre ce que désirent les uns et les autres, entre les différentes façons dont les désirs conforment le rapport au monde. Et ça, pour nous, c'est quelque chose justement de complètement normal et sur quoi il faut absolument travailler, parce que le changement social est lié au désir. Il ne peut pas y avoir de changement social sans désir. Et du même coup, il ne peut pas y avoir de changement social sans conflit. C'est-à-dire que les sociétés changent précisément parce qu'il y a du désir. Du désir qui va donc excéder, vous voyez, la réalité. Le désir, c'est le désir que les choses ne soient pas comme elles sont, mais qu'elles soient différentes. C'est ça le désir. C'est le désir d'imposer sa marque aux choses pour les transformer et faire en sorte qu'il y ait du devenir. Pour nous, le désir est absolument quelque chose d'essentiel, mais quelque chose qui est aussi tout à fait conflictuel et qui s'oppose à l'envie, dans le sens où l'envie va être complètement normalisée. Au contraire, vous voyez, par exemple, j'ai envie d'un téléphone portable parce que le téléphone portable, tout le monde l'a, parce que la publicité en parle, parce que le monde est fait pour que les individus ne puissent plus s'en passer, etc., etc. Donc ici, l'envie, on voit bien qu'elle est totalement normalisée. Le désir, au contraire, c'est quelque chose qui excède la norme, mais qui excède aussi la réalité telle qu'elle est, et qui fait qu'on a envie de la changer, cette réalité, qu'on a envie parce qu'on est traversé par des tropismes, des affinités électives, on est traversé par des qualités, justement, vous voyez, on a telle ou telle qualité, et voilà.